Ces hommes abusaient de Wellington encore et encore, le dévorant par derrière, tandis que Lady Ron prenait tout l'argent, ne payant Wellington qu'avec de la nourriture parce qu'il était si beau. Ces hommes ivres et intoxiqués le prenaient pour une femme, alors qu'il n'avait que 8 ans. Wellington n'était pas comme les autres garçons de son quartier. Il avait un visage magnifique, presque sculpté, qui attirait tous les regards où qu'il aille. Ce n'était pas seulement son apparence qui le distinguait, mais aussi son amour pour le maquillage. Souvent, il se glissait dans la coiffeuse de sa mère, expérimentant avec son rouge à lèvres et ses pinceaux. Ses petites mains appliquaient le rouge à lèvres avec une précision qui surprendrait même un maquilleur professionnel. Le maquillage était son réconfort, son échappatoire dans un monde qui exigeait qu'il soit quelque chose qu'il n'était pas. Ses parents, monsieur et madame Damiki, étaient bien trop occupés pour remarquer les besoins émotionnels de leur enfant unique. Monsieur Damiki était un père sévère et autoritaire, croyant que l'excellence académique était le seul chemin vers le succès. Élevé dans un environnement difficile, il avait été discipliné sans pitié par son propre père, ce qui l'avait façonné en l'ingénieur prospère qu'il était devenu. Pour lui, Wellington était destiné à suivre le même chemin, et il ne portait attention qu'à ses performances académiques, déterminé à ce que son fils surpasse tous ses camarades. Le poids des attentes de son père pesait lourdement sur Wellington. Chaque jour, on lui rappelait qu'il devait surpasser ses camarades de classe, que son père considérait comme ses ennemis. En tant que jeune enfant, Wellington recevait de sévères corrections de son père, qui le frappait au visage et sur le corps s'il osait échouer dans ses devoirs ou ses examens. La pression constante et les coups transformèrent l'école en un champ de bataille où Wellington luttait non seulement pour réussir, mais aussi pour survivre dans un monde où l'échec signifiait la douleur. Wellington se tourna vers la seule chose qui lui apportait du réconfort, le maquillage. Depuis ses premières années, chaque fois que les coups de son père laissaient des marques sur son visage et son corps, Wellington se précipitait vers la trousse de maquillage de sa mère, utilisant le fond de teint pour cacher les bleus, appliquant du blush et de la couleur à ses joues, et terminant avec son rouge à lèvres rouge préféré. Il aimait la sensation que cela lui procurait, celle de se sentir beau, puissant, en contrôle de quelque chose, au moins pour un moment. Sa mère, qui l'avait surpris 1 ou 2 fois avec du maquillage, n'y prêtait guère attention. Elle était trop occupée avec l'entreprise de plusieurs millions de Naira que son mari avait montée, une entreprise pour laquelle elle se sentait redevable. Elle ne contestait jamais monsieur Damiki, qui n'intervenait jamais et espérait simplement que Wellington surmonterait ce qu'elle voyait comme une phase enfantine. Un jour, alors que madame Damiki discutait avec son amie dans le salon, Wellington passa devant elle, le visage soigneusement maquillé avec le rouge à lèvres éclatant qu'il aimait tant. Son amie fut choquée. « Ne vois-tu pas ton fils, madame Damiki ?» Elle balaya la question d'un rire, « Ce n'est qu'un jeu d'enfant, il s'en lassera. » Mais son amie l'avertit, « Tu devrais arrêter ça avant que ça ne devienne autre chose. » Madame Damiki poussa un soupir, « Je n'ai pas vraiment mon mot à dire quand il s'agit de Wellington. J'étais juste une fille pauvre qui a épousé la riche famille des Damiki. Je ne veux rien faire qui puisse attirer la colère de mon mari sur moi. Qui suis-je pour intervenir ?» Elle tenta de changer de sujet, orientant la conversation vers les affaires. Ainsi, Wellington continua de vivre sa vie dans un coin tranquille de son propre monde. Son père, monsieur Damiki, ne se préoccupait que des résultats scolaires de son fils, et Wellington travaillait sans relâche pour répondre aux attentes de son père, même si la peur de l'échec le hantait. Le garçon n'était pas choyé. Malgré la richesse de la famille, il accomplissait les tâches ménagères, faisait les courses et essayait toujours d'en faire plus pour obtenir un semblant d'approbation. Le seul endroit où il trouvait refuge était dans son maquillage, dont son père ignorait tout. Cependant, Wellington était observé par monsieur Musa, un homme qui vivait dans la rue voisine. Il le regardait depuis un moment, hypnotisé par son beau visage, l'observant de sa fenêtre alors que Wellington passait lors de ses courses quotidiennes. Un week-end, alors que les parents de Wellington étaient à la maison, monsieur Damiki l'envoya faire une course. En chemin, Wellington perdit l'argent qu'on lui avait donné. La panique s'empara de lui et il se mit à pleurer. Monsieur Musa, qui l'observait, vit sa chance. Il appela Wellington et lui offrit un verre de lait pour le calmer, un lait qu'il avait secrètement mis une poudre. Monsieur Musa demanda à Wellington pourquoi il pleurait, et Wellington lui raconta tout, expliquant à quel point il avait peur d'entrer à la maison, car son père le punirait sans pitié pour avoir perdu l'argent. Monsieur Musa réconforta rapidement Wellington, promettant de lui redonner l'argent perdu, mais à une condition. Alors que la poudre commençait à faire effet, affaiblissant ses muscles, le visage de monsieur Musa changea, révélant ses véritables intentions. Il profita de Wellington, le courba et fit l'impensable. Ce qui se passa ce jour-là fut trop horrible pour qu'un enfant de 8 ans puisse le comprendre. Quand il eut terminé, il tendit l'argent promis à Wellington, lui disant de ne rien dire à personne de leur petit secret. Wellington rentra chez lui, pleurant dans le noir,
incapable de parler à ses parents, qui n'étaient pas ses amis mais des figures distantes imposant leurs règles et attentes. Il pleura toute la nuit, et cela marqua la première agression que Wellington subit au cours de sa courte vie. Le traumatisme de ce jour s'ajouta à la douleur déjà grandissante dans son jeune cœur, n'ayant personne vers qui se tourner, personne qui comprendrait ou même s'en soucierait. Le comportement de Wellington devint erratique à l'école. Il devint agressif, s'en prenant à ses camarades, les voyant comme les ennemis dont son père lui avait parlé. Un jour, dans un accès de colère, il blessa gravement un autre élève lors d'une bagarre et fut expulsé, étiqueté comme un enfant à problème. Lorsque l'école rapporta l'incident à son père, M. Damiki entra dans une colère noire. Il réprimanda sévèrement Wellington, jurant de lui enseigner la discipline par la manière forte. Il décida d'envoyer Wellington chez sa tante, une femme stricte vivant au village, connue pour ses méthodes rigides. Wellington devait y rester jusqu'à ce qu'il soit corrigé et ne serait pas autorisé à revenir tant qu'il n'aurait pas été discipliné comme il se doit. Sa tante était cruelle et ses filles ne valaient guère mieux. Elle se moquait de Wellington et le forçait à accomplir toutes les tâches agricoles. C'était lui qui vendait leurs gares au marché sous le soleil brûlant chaque jour, et tristement, elles oubliaient souvent de lui laisser de la nourriture avant qu'il ne rentre, le forçant à boire du gare tous les jours et à dormir affamé dans la grange à manioc. Elles appelaient cela de la discipline. Un jour, alors que Wellington rentrait du marché, 3 hommes traînant autour d'un bâtiment en construction l'interpellèrent. « Pourquoi ton visage est-il si beau ?» se moquèrent-ils. Ils ordonnèrent à Wellington de ne pas crier ni faire de bruit, sinon ils le tueraient dans ce bâtiment abandonné, et personne ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. Il s'avéra que ces hommes étaient homosexuels et ils décidèrent d'abuser de Wellington encore une fois. Tandis qu'un d'eux montait la garde à l'extérieur pour s'assurer que personne n'approchait, les autres prenaient leur tour. Quand ils en eurent fini, ils lui donnèrent de l'argent, comme si cela pouvait compenser ce qu'il lui avait fait. Des larmes coulèrent sur les joues de Wellington alors qu'il utilisait cet argent pour acheter de la nourriture, réalisant lentement et douloureusement que c'était la première fois depuis des années qu'il mangeait à sa faim. La douleur et la souffrance devinrent trop lourdes pour lui. Un jour, il prit l'argent qu'il avait économisé grâce à son oncle et s'enfuit du village, espérant retourner chez lui pour mettre fin à sa souffrance. Mais quand il arriva, son père fut furieux de le voir de retour. « Tu n'es pas censé être ici », cria M. Damiki, surtout pas avant 2 ans. Il ordonna à son fils de retourner immédiatement au village et de ne pas montrer son visage à la maison tant qu'il n'aurait pas terminé son temps avec sa tante. Sa mère, impuissante, regardait en silence, torturée par la douleur, sachant qu'elle ne pouvait rien faire pour intervenir. Sa peur de la colère de son mari la maintenant muette. Le lendemain, Wellington fit semblant de repartir pour le village, mais à la place, il s'enfuit. Cette fois, il n'avait nulle part où aller et commença à dormir sur le bord de la route, survivant avec des restes. C'est alors que Lady Ron, une femme qui tenait un petit salon à proximité, le trouva. Elle eut pitié du jeune garçon et lui offrit nourriture et abri en échange de son aide. Wellington travaillait dans son salon, balayant, faisant des courses et finalement, réalisant ce qu'il aimait le plus, le maquillage. Mais chaque nuit, dans la maison de Lady Ron, Wellington remarqua qu'elle sortait toujours tard dans la nuit pendant qu'il dormait et revenait le lendemain avec beaucoup d'argent. Il se demandait où elle allait. Bientôt, Lady Ron commença à regarder Wellington avec insistance, pensant à quel point il était beau et comment elle pourrait en tirer profit. Elle décida de le conditionner à la suivre dans le bordel où elle travaillait la nuit, afin qu'il puisse travailler pour elle là-bas aussi. Elle collectait l'argent des riches et offrait Wellington à eux, lui disant de bien se comporter avant de le verrouiller dans une chambre avec les hommes. Ces hommes abusaient de Wellington encore et encore, le dévorant par derrière, tandis que Lady Ron prenait tout l'argent, ne le payant qu'avec de la nourriture. Bientôt, cela devint insupportable pour Wellington. Il se sentait utilisé et piégé. Il n'avait ni bons vêtements à porter ni rien d'autre, sachant qu'il était exploité. Il trouva le courage de commencer à prendre personnellement l'argent auprès des hommes, ce qui mit Lady Ron dans un état de rage. Elle se lamenta, pleurant sur la trahison de Wellington, après tout ce qu'elle prétendait avoir fait pour lui. Elle le jeta alors hors de sa maison, espérant ainsi le coup des hommes avec qui elle les avait mis en contact. Sans endroit où aller, Wellington se retrouva dans un autre bordel. Il implora les femmes de là-bas de le laisser rester avec elle, et elles acceptèrent à condition qu'il rapporte de l'argent pour le bordel. Cela marqua le début de la nouvelle vie de Wellington en tant que prostituée dans ce bordel, entourée de personnes qui avaient aussi connu la souffrance. Wellington trouva un semblant de paix. Il rêvait de pouvoir économiser assez d'argent pour ouvrir un jour sa propre boutique de maquillage, un endroit où il pourrait être lui-même sans peur. Il s'accrochait à ce rêve avec tout l'espoir qui lui restait dans son jeune cœur, croyant qu'un jour il pourrait laisser derrière lui les ombres de son passé et se lancer dans un avenir où son talent, et non sa douleur, le définirait. Les années passèrent et Wellington commença à assumer son identité au grand jour.
Il grandit dans le bordel et fut pleinement identifié comme une femme. Il accompagnait les filles et se tenait au bord de la route où les hommes ivres s'arrêtaient la nuit pour fréquenter les filles. Parce qu'il était si beau, ces hommes ivres et intoxiqués le prenaient pour une femme. Lorsqu'ils arrivaient à l'hôtel, Wellington leur donnait une condition, qu'ils aillent droit au but et entrent en lui par derrière. Il ne leur permettait pas de le toucher ni de faire toute forme de préliminaire avec lui, afin de les empêcher de découvrir qu'il n'était pas vraiment une femme. Si quelqu'un refusait, il s'en allait, leur rendant leur argent. Comme ces hommes étaient ivres, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient trompés et qu'ils n'étaient pas en compagnie d'une femme, mais d'un homme. Ainsi, ils se pliaient toujours à leurs exigences. Un jour, alors que Wellington marchait avec ses compagnes dans la rue, ils croisèrent une pauvre vieille femme qui mendiait au bord de la route. Les autres ne lui prêtaient aucune attention, mais Wellington ressentit une pointe de pitié pour elle. Il retourna plus tard dans la journée pour lui donner un peu d'argent, et cela devint une habitude régulière. Avec le temps, ils devinrent amis. Wellington emmena la pauvre grand-mère sans abri dans un bâtiment encore en construction où elle pourrait trouver refuge. Il lui apportait de la nourriture et la nourrissait jour après jour. La vieille femme était tellement reconnaissante qu'elle avait l'impression d'avoir trouvé un fils en Wellington. D'ordinaire, les gens riaient de lui chaque fois qu'il passait à cause de son apparence, mais pour la vieille femme, il était un sauveur. Bien que la plupart des gens pensaient le pire de lui et supposaient qu'il ne valait rien, Wellington avait un cœur pur. Malgré sa souffrance, chaque fois qu'il rendait visite à la grand-mère, elle l'asseyait et lui lisait la Bible, prêchant sur Dieu et l'importance d'avoir une relation constante avec lui, peu importe la difficulté de la vie. Ces paroles touchèrent profondément Wellington, le bouleversant, car il n'avait jamais entendu parler de Dieu ni ressenti l'amour de Dieu dans sa vie. Tout ce que Wellington avait connu, c'était le rejet. Il luttait intérieurement, tiraillé entre l'idée de donner sa vie à Dieu ou de continuer avec son seul moyen de subsistance. Bientôt, il fut temps pour la grand-mère de partir et de retourner dans son village, où elle espérait attendre la mort. Elle avait souffert toute sa vie et se sentait prête à rejoindre Dieu. Elle serra Wellington dans ses bras avec force, le suppliant de lui faire une seule faveur, donner sa vie à Dieu, quoi qu'il arrive. Wellington pleura de manière incontrôlable, conscient que son seul véritable ami s'en allait pour de bon. Il lui fit une promesse en la regardant partir, sachant qu'il ne la reverrait jamais. Avant de partir, elle posa une Bible sur le sol, défiant Wellington de la ramasser le jour où il déciderait de donner sa vie à Dieu. Elle lui dit que la Bible l'attendrait et qu'elle mourrait heureuse s'il le faisait. Les yeux pleins de larmes, Wellington fixa la Bible sur le sol, se retrouvant à un carrefour face à une décision, découvrir Dieu ou continuer avec ses anciennes habitudes. Ce jour-là, alors qu'il rentrait chez lui, Wellington ne pouvait s'empêcher de penser à cela toute la nuit. Son esprit était tourmenté. Finalement, il décida de retourner chercher la Bible et de commencer une nouvelle vie. Mais juste avant qu'il puisse agir sur cette décision, il reçut un appel d'une de ses camarades de bordel, qui vint plus tard chez lui pour lui parler d'un riche Algérien qu'elle avait rencontré. Elle lui expliqua qu'elle avait dit à l'Algérien qu'elle viendrait avec lui et qu'il serait son client cette nuit-là. Wellington lui dit qu'il en avait fini avec cette vie et qu'il prévoyait de partir le lendemain. Cependant, elle le persuada de se joindre à elle pour la nuit, lui promettant une grosse somme d'argent et lui assurant qu'il n'aurait plus jamais à revenir à cette vie. À contre-cœur, Wellington accepta de l'accompagner pour rencontrer le client, espérant que ce serait la dernière fois. Les filles offrirent leur service au riche Algérien, qui fut très satisfait. Cette nuit-là, le matin venu, Wellington rentra chez lui avec une grosse somme d'argent qu'il avait reçue, mais son ami ne rentra pas avec lui. Inconnue de Wellington, elle avait volé de l'argent à l'Algérien et s'était enfuie avec ses millions. Lorsque l'Algérien découvrit le vol, il entra dans une rage folle. Il décida de tendre un piège en appelant à la fois la fille et Wellington pour qu'il le rencontre au bord de la route le lendemain soir. Wellington tenta de joindre son ami, dont le numéro n'était plus joignable, tandis que l'Algérien se plaignait, n'ayant pas d'autre choix. Wellington se rendit innocemment au rendez-vous avec l'Algérien ce soir-là, mais au lieu de lui, 4 hommes robustes s'avancèrent vers lui d'un pas déterminé. Leur chef commença immédiatement à accuser Wellington d'avoir volé leur patron. Wellington tenta d'expliquer qu'il n'avait aucune connaissance d'un quelconque vol, mais le chef ordonna à ses hommes de le rouer de coups. Alors qu'il était agressé, le secret de Wellington fut dévoilé. Les hommes découvrirent qu'il portait un faux soutien-gorge en mousse et réalisèrent qu'il était en réalité un homme. La colère du chef s'intensifia. Être homosexuel était quelque chose de méprisé et accueilli avec hostilité dans leur société. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les rues poussiéreuses, où gisait son corps meurtri et brisé, étendu inerte sur le sol. Son visage, autrefois magnifique, était désormais tuméfié et mutilé au point d'être méconnaissable. Du sang se répandait sous lui, tachant la terre d'un rouge vif, un contraste frappant avec le maquillage coloré qu'il aimait porter.
Ses yeux, maintenant clos pour toujours, retenaient le plus léger soupçon de larmes, comme si, dans ces derniers instants, il avait entrevu la promesse qu'il ne pourrait jamais réaliser. La veille, Wellington était empli d'espoir. Pour la première fois, il avait envisagé la possibilité d'un chemin différent, une vie où il pourrait enfin être libéré des chaînes qu'il avait retenues si longtemps. Il avait fixé la Bible que la vieille femme avait laissée derrière elle, sa couverture usée et ses pages jaunies, mais elle semblait briller d'une promesse de renouveau. Il était déchiré entre l'attrait de l'argent facile offert par sa vie dangereuse et la paix qu'il ressentait en présence de la grand-mère, qui était devenue comme une famille pour lui, la seule personne qu'il avait vraiment vue pour ce qu'il était. Mais le cœur de Wellington était lourd alors qu'il se retournait et se retournait dans son lit. Il pensa aux paroles de la grand-mère, « Donne ta vie à Dieu, quoi qu'il arrive. » Sa voix résonnait dans son esprit, douce mais ferme, une supplique enveloppée d'amour. Elle l'avait serré si forte avant de partir, ses bras frêles transmettant une force qu'il n'avait jamais ressentie chez personne d'autre. Il avait promis qu'il essaierait et avait l'intention de tenir cette promesse. Il avait résolu de ramasser cette Bible, de recommencer à zéro, de choisir une autre vie, mais le destin, semble-t-il, avait d'autres plans. La visite inattendue de sa sœur de bordel avait été une épreuve pour sa volonté. Elle l'avait attiré de nouveau dans ses anciennes habitudes, juste pour une dernière nuit. « J'ai besoin de cet argent », avait-elle insisté, pour enfin échapper à la vie qui l'avait emprisonné si longtemps. Wellington avait hésité, déchiré entre la promesse qu'il avait faite et le désespoir de ce qui semblait être sa seule option. « Juste une dernière fois », s'était-il dit, « et ensuite je serai libre. » Mais lors de cette dernière escapade, tout tourna mal. Il ne fut pas accueilli par la clémence, mais par la brutalité. Les hommes s'étaient acharnés sur lui, leurs poings s'abattant comme la foudre, leurs coups comme des couteaux. Ils avaient découvert son secret, et leur colère s'était transformée en une rage aveugle. Pour eux, il n'était pas seulement un voleur, mais une honte, une abomination à leurs yeux. Son existence même était une offense à leurs croyances et à leurs valeurs. Leur fureur était alimentée par l'ignorance et la haine, et ils le frappèrent sans retenue, sans pitié. Wellington avait crié, essayant d'expliquer, suppliant pour sa vie, mais sa voix se perdit dans les coups qui continuaient de pleuvoir dans l'obscurité qui l'engloutissait tout entier. Il avait prévu de ramasser cette Bible ce jour-là, il avait prévu de commencer une nouvelle vie, mais la vie ne lui en avait pas donné la chance. Wellington gisait là, son corps froid sous la lueur tamisée des lampadaires. Le monde autour de lui continuait, ignorant qu'il avait perdu un garçon au cœur pur, un garçon qui avait reçu des cartes cruelles, mais qui trouvait encore la force de s'occuper des autres, même lorsque personne ne se souciait de lui. Ses rêves, ses espoirs, sa promesse à la seule amie qu'il ait jamais connue, tout cela fut réduit au silence en cet instant. À l'hôpital, le père de Wellington se trouvait sur son lit de malade, son visage marqué par le regret. Sa santé déclinait depuis des mois, sa force s'amenuisait à cause d'une mystérieuse maladie qu'aucun médecin ne parvenait à guérir. Allongé là, il pensait à son fils, le garçon qu'il avait rejeté dans sa quête de perfection. Son cœur se serrait de nostalgie, d'un désir qu'il n'avait jamais connu. Celui de prendre Wellington dans ses bras, de lui dire qu'il était désolé, qu'il aurait aimé être un meilleur père. Mais à présent, il était trop tard. La mère de Wellington était assise à l'hôpital, les mains tremblantes, pensant à ses erreurs. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle murmurait « Nous le retrouverons, il reviendra vers nous ». Mais au fond de son cœur, elle ressentait une terreur indicible. Elle avait été complice par son silence, par son échec à protéger son enfant de l'homme qu'elle aimait, et maintenant, elle aussi devrait vivre avec la connaissance qu'ils avaient tous deux échoué envers la seule personne qu'ils étaient censés aimer inconditionnellement. Ils ne savaient pas que leur fils était parti, qu'il ne reviendrait jamais, qu'il ne franchirait plus jamais le seuil de leur maison. La Bible que la vieille femme avait laissée gisait dans le chantier de construction, intacte, attendant un garçon qui ne reviendrait jamais la chercher. Un souffle de vent passa, faisant bruisser ses pages comme si elle aussi pleurait la perte d'une âme à qui on n'avait jamais donné la chance de vivre. Au village, la vieille femme était assise près de sa fenêtre, regardant l'horizon, attendant des nouvelles de Wellington. Elle savait que son temps était compté, mais elle s'accrochait à l'espoir qu'il trouverait son chemin vers Dieu. « Seigneur, » murmura-t-elle, « prends soin de mon garçon. » Elle ne savait pas qu'il avait déjà quitté ce monde, que sa vie avait été écourtée trop tôt, que ses rêves avaient été écrasés sous le poids d'un monde qui ne l'avait jamais compris. Il existe un vieux dicton, un enfant est comme une graine. Nourris-le avec amour et il s'épanouira, néglige-le et il se fanera et mourra. Wellington était cette graine, une belle âme qui avait le potentiel de s'épanouir, d'apporter de la couleur à un monde qui en avait désespérément besoin. Mais à la place, il avait été laissé à sa lumière éteinte par ceux qui auraient dû le protéger et l'aimer. L'histoire de Wellington est un avertissement pour chaque parent, chaque tuteur, chaque personne ayant le pouvoir de façonner une jeune vie.
C'est un rappel que l'amour et la compréhension sont plus puissants que n'importe quelle forme de discipline ou de sévérité. Un rappel que les enfants ne sont pas censés être moulés à notre image, mais plutôt être aimés pour ce qu'ils sont et être libres de découvrir leur propre chemin. Wellington n'est pas mort parce qu'il était faible ou perdu. Il est mort parce que le monde l'a trahi, parce que les personnes qui auraient dû l'aimer le plus, qui auraient dû nourrir ses dons uniques, lui ont tourné le dos lorsqu'il avait le plus besoin d'eux. Que son histoire soit une leçon, un appel à l'action pour chaque parent et tuteur, car un enfant est comme de l'argile, il prend la forme des mains qui le façonnent. Que ses mains soient bienveillantes, douces et remplies d'amour, car au final, ce n'est pas l'enfant qui échoue, c'est le monde qui échoue à l'enfant. Ainsi, le nom de Wellington s'efface dans le silence de la nuit, un nom qui aurait dû être retenu pour ses dons, sa gentillesse, sa beauté. Au lieu de cela, il est retenu pour une vie abrégée, une promesse non tenue. Le vent porte son histoire, espérant qu'elle atteigne les oreilles de ceux qui ont encore une chance de faire une différence, de sauver un autre Wellington du même destin. La Bible laissée dans la poussière attend qu'une autre main la ramasse, une main qui pourrait trouver dans ces pages la paix que Wellington n'a jamais pu atteindre. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un « j'aime », de partager et de commenter cette histoire. Un grand merci à ma merveilleuse famille, et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans notre prochaine histoire.